Catch que nous on connaît depuis Luce ou d'autres trucs qui étaient plutôt, j'allais dire, de RH et de culture. Et donc là, on a la chance d'avoir Marie-Laure Furgala, donc qui dirige, nous expliquer depuis quand ce master a été, pourquoi elle l'a créé, depuis quand ce master spécifique supply chain a été créé. En même temps, elle est au COMEX de France Supply Chain, à l'initiative d'un groupe de communauté des femmes. Alors, Marie-Laure, c'est à vous si vous voulez bien. Merci Anne-Marie. Donc oui, je suis Marie-Laure Furgala, la directrice du master ISLI. L'ISLI qui a 40 ans d'existence, donc je n'ai pas créé ce master. Je sais que je ne fais pas mon âge, mais quand même. Néanmoins, je suis une diplômée de ce master. Et quand j'ai commencé à travailler, alors on parlait pas de supply chain, hein, on parlait de logistique industrielle. Pour la petite histoire, ISLI, ça veut dire Institut supérieur de logistique industrielle. Donc, ça a été créé sous l'impulsion en fait de l'État pour aider l'industrialisation de la France, pour développer en fait des métiers en lien avec l'organisation interne de la logistique dans les usines. Quand j'ai fait ce master en 96, nous étions 6 femmes sur 46. J'en ai pris la direction il y a 5 ans, après avoir travaillé donc opérationnellement en supply chain pendant près de 25 ans. Maintenant, j'ai à peu près 30% de femmes dans mon master, donc sur un niveau bac+5, bac+6. Donc, ça reprend un petit peu, Thomas, ce que vous disiez sur les niveaux d'ingénieurs. Donc, oui, ça se féminise, mais enfin, on n'est pas quand même à la parité. On en est loin et il y a un vrai souci d'attractivité, en fait, et d'image de ce secteur. Alors, je ne sais pas si je peux vous aider à changer cette image, mais je pense que je ne suis pas ce que l'on peut appeler un camionneur. Voilà. Néanmoins, quand j'ai fait l'ISLI, on nous appelait les bronzés du bras gauche. Vous voyez, donc il y a quand même nécessité de faire évoluer l'image de ce métier. Alors vous parlez de logistique, moi je vais étendre et je vais parler de supply chain, si vous voulez bien, parce que effectivement maintenant, au-delà de la logistique et de tout ce qui est lié aux entrepôts et au transport, vient se rajouter tous les pavés en amont et en aval. Et ben c'est peut-être effectivement sur l'ensemble de la chaîne que la notion d'attractivité va devoir être travaillée. Donc les entrepôts, moi quand j'ai postulé sortant d'ISLI pour travailler dans un entrepôt, j'ai clairement pas été prise au sérieux. Je me souviens encore de l'entretien de recrutement pour un stage dans un entrepôt de région parisienne. Je tairai le nom de l'entreprise par respect pour eux, mais quand j'ai postulé, on m'a dit est-ce que vous vous sentez crédible pour manager des caristes? Je vous parle de ça il y a pas tout à fait 30 ans, 28 ans. J'ai pris ma revanche. Maintenant, je les forme, ceux qui vont manager les caristes. Et même au sein de mes étudiantes, qui sont quand même 30% de la population, j'ai près de 200 étudiants chaque année, elles-mêmes ont du mal à se projeter dans un univers entrepôt. Donc, on a du chemin à faire. Ça passe par quoi? Ça passe par des mises en situation, par des visites de sites, leur faire visualiser qu'effectivement, c'est un métier qui n'est pas réservé aux hommes. Et toutes les initiatives que vous mettez en place, Salmia, dans vos entrepôts. Alors bon, j'ai visité votre entreprise précédente, donc j'ai pas visité GXO encore, mais effectivement tout ce qui est lié à l'innovation, la mécanisation, la mise en place de convoyeurs, les robots, comme j'ai pu le visiter chez LVMH, ou les armoires que vous voyez sur Internet chez Amazon. Ça, c'est une source d'attractivité pour une population féminine qui finalement se reconnaît plus dans la manutention assistée, si je puis dire, que dans des autres repos comme on a pu les connaître il y a 30 ans et qui ont bien évolué. FM Logistique nous soulignait que le passage à l'hydrogène et la recharge de ces chariots élévateurs à l'hydrogène était plus rassurant pour les femmes que la recharge des chariots élévateurs comme on a pu le connaître, parce que finalement c'est comme faire le plein de sa voiture. Voilà, donc effectivement la réduction de la pénibilité en entrepôt et dans la logistique au sens large est une source d'attractivité pour une population qui jusqu'à maintenant ne s'identifiait pas à ce métier. Maintenant, ça suffira pas. Une fois qu'on a mis en place ces éléments et qui effectivement apportent une parité, comme on peut voir chez Amazon, chez LVMH ou chez des sociétés comme Sonepar qui ont mécanisé et qui ont des produits beaucoup moins lourds que ce que vous vivez chez But. Il faut aussi travailler sur l'aménagement des postes de travail pour les femmes. Alors, on peut soulever quelques initiatives, par exemple, intégrer le paiement intégral du congé maternité, voire son allongement, c'est ce sur quoi travaille Géodis au niveau monde, pour effectivement que ce soit une source d'attractivité aussi.
On peut avoir des horaires aménagés, comme le fait par exemple Amazon en Allemagne pour les femmes qui sont enceintes ou qui ont des jeunes enfants que l'on va mettre en équipe de jour et pas uniquement en équipe du matin ou de l'après-midi pour des questions d'aménagement et surtout d'équilibre vie pro et vie perso. On va parler des journées complémentaires maladie, les journées enfants. Voilà, ça c'est effectivement des choses qui sont un élément parce qu'il y a beaucoup de mères célibataires dans ces métiers également, donc ça aide effectivement à les maintenir en poste. Et puis lorsque c'est possible, mais clairement c'est pas possible sur tous les postes, le télétravail. Bon, évidemment en entrepôt c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs on a bien vu durant le Covid effectivement Thomas que nous étions essentiels à la continuité de l'activité de notre territoire. Une fois qu'on a ces femmes, faut les retenir. Et là, Salmia, je suis heureuse d'entendre dire que les inégalités salariales se réduisent. Malheureusement, moi, c'est pas ce que je constate. Voilà. Et je vais vous faire un aveu. Je sors régulièrement des études sur l'ensemble de mes diplômés, de mes anciens diplômés, pas loin de 4800, puisqu'on a 40 ans d'existence, donc on a une vraie population. L'écart salarial est réel entre les hommes et les femmes à diplôme égal. Je vous parle de bac+5. Diplôme égal, compétences égales, elles débutent leur carrière, 23-24 ans. Mes étudiantes touchent 1300 € de moins que mes étudiants à l'embauche. Vous voyez, à l'embauche, on a déjà des écarts de salaire. Cette donnée a été validée par Michael Page qui a fait une étude plus globale. Donc quand on a un écart salarial aussi important en début de carrière, comment ce métier peut continuer à vouloir être attractif auprès d'une population qui est discriminée dès l'embauche? Je vous parle même pas des écarts de salaire au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans. En ce qui me concerne, je vis avec mon référentiel salarial puisque je suis mariée à un diplômé de l'ISLI et je constate chaque jour l'écart salarial. Et je l'ai constaté pendant plus de 20 ans. Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut travailler. Avoir une politique d'équité salariale mesurable et transparente. Oui, il y a des sociétés qui mettent des grilles à l'embauche, mais manifestement pas toutes, parce que même dans les grands groupes, je constate ces écarts de salaire auprès de mes étudiantes. Il y a des parcours qu'il va falloir mettre en place pour effectivement rendre plus visible sur pourquoi pas du coaching en entreprise spécifique pour les femmes. On sait que naturellement, on a le syndrome de Cendrillon. Voilà, on boulonne et on est forcément moins visible. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'effectivement on accompagne les femmes et on les aide à se développer. Des mises en avant sur des projets transverses qui leur permettent effectivement d'avoir des postes de management. Vous disiez Anne-Marie en début, la profession se féminise, oui, mais sur les postes de direction, on est moins d'1 sur 4. Donc il y a encore des choses, il y a encore des marches à aller chercher. Merci Marie-Laure, merci de l'indication des marges de progrès. Et c'est vrai que c'est aussi utile de regarder pour ça l'international, parce que je dirais qu'à la limite, il y a des pays où peut-être culturellement la place des femmes, pour tout un tas de raisons, qui peuvent être politiques, qui peuvent être géopolitiques et autres. Et je dois dire, alors là, c'est aussi des questions pour moi un peu familiales. Voilà. Oui. J'ai juste une remarque, c'est que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Excusez-moi. C'est que lorsqu'on embauche des femmes, je le vois sur un entrepôt, ça a tendance à apaiser le climat social. Merci là-dessus. Alors justement, je reprendrai mon propos à moi tout à l'heure, mais sur ces questions-là, vous, j'allais dire tous les trois et surtout tous les deux, je posais la question tout à l'heure de la fierté ou de l'intérêt, encore une fois, du côté porteur d'un exemple. Là, ce que nous disait Philippe, et je lui redonnerai la parole là tout à l'heure, sur l'impact social et l'impact, je dirais, sur le global du collectif, c'est bien. Vous, qu'est-ce que vous diriez, Samia? Baptiste, je vous passerai la parole après.